Bienvenue dans l'école des femmes inspirantes, le podcast. Dans un monde qui bouge, exigeant, challengeant, tout autant que riche, exaltant, apprenant, dans un monde où les femmes ont encore à prendre toute leur place pour s'exprimer à la hauteur de leurs désirs, de leurs compétences, de leurs convictions, où le choix entre vie personnelle et professionnelle est encore la norme, la grande question est celle-ci. Comment mener notre vie de femme-S, unique aux multiples facettes, sans culpabiliser, sans renoncer, sans se sacrifier? Comment vivre tous nos projets de vie en alliant plus de bien-être et de réalisation? Nous les femmes inspirantes, nous avons choisi de ne pas choisir. Nous sommes des femmes, des mères, des épouses, des amoureuses, des filles, des sœurs, des amies, professionnelles, passionnées, curieuses, souriantes, battantes, vivantes. Nous connaissons des épreuves et des joies intenses. Nous avons écouté et parfois étouffé nos aspirations les plus profondes. Nous voulons vivre libres, authentiques, connectés. Nous avons des projets à réaliser, nous voulons contribuer, trouver et agir à notre juste place maintenant. Mon nom est Ida Gennari-Elicheri, bienvenue dans l'école des femmes inspirantes. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui mon livre Femme-S et j'aimerais aujourd'hui vous parler de mon parcours de femme et de mon livre Femme-S, libre, la liberté d'être unique aux multiples facettes, sorti en avril 2021. Je suis docteur en psychologie du travail et des organisations, je suis psychologue et exécutive coach d'HEC Paris. J'ai occupé des postes RH de direction au sein de grands groupes comme Air France, puis à la SNCF pendant une quinzaine d'années. Depuis 3 ans, j'ai développé un cabinet de psychologie et de conseil qui s'appelle Psy-Eco Développement. Je travaille au service des managers et de leurs équipes, des hauts potentiels et des femmes. Des femmes pour qui j'ai créé une école, l'école des femmes inspirantes. Je suis mariée depuis 14 ans et je suis la maman de 4 enfants. Je m'intéresse particulièrement au sujet de la conduite de nos projets de vie personnels et professionnels en alliant plus de bien-être et de réalisation. Et je cherche à diffuser la possibilité qui nous est offerte à chacune de nous de déployer tout notre potentiel. Je suis aussi ambassadrice de J'arrête de râler depuis 3 ans et j'ai déployé au sein de la SNCF la démarche J'arrête de râler au boulot, 21 jours pour booster la transformation. J'ai vraiment à cœur de partager ce message parce qu'il a eu une influence vraiment importante dans ma vie. Alors, je vais vous parler de ce livre aujourd'hui, je vais vous parler de mes convictions. Et si vous êtes cette femme qui a choisi de ne pas choisir, qui a envie de vivre sur toutes ses facettes, si vous avez envie d'avancer concrètement dans vos projets et de réaliser ce qui compte pour vous, et puis si vous aimez parler de ces sujets, du sens de la vie, eh bien, vous allez peut-être ici trouver quelques échos. Vous allez pouvoir trouver Femme-S sur tous les sites en ligne qui vendent des livres. Vous pouvez aussi aller sur le site de BOD et taper simplement Femme-S, Ida Gennari-Elicheri, et vous pourrez y trouver ce livre. J'aimerais vous parler du titre. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce livre Femme et pourquoi j'ai écrit Femme avec un tiret et un grand S? Alors d'abord parce que j'avais envie de parler de nous, de parler des femmes et de notre manière unique d'exprimer toutes nos facettes, de notre manière singulière d'exprimer notre féminité et la condition féminine. Et il me semble qu'il y a une multiplicité de combinaisons possibles. Alors je suis parfois un peu surprise quand je replonge dans des livres féministe, de voir que est encore très présent la dualité entre femme mère d'un côté et femme active de l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. Et il me semble qu'il y a bien d'autres possibilités et toute une palette de possibles et que ces deux dimensions, bien sûr, ne sont pas les seules dimensions que l'on peut exprimer. Alors, pour ma part, très tôt, je me suis retrouvée face à cette question de comment j'allais exprimer mes différentes facettes en tant que femme. En 2007, je finis mes études, je me marie et avec mon mari, nous souhaitons tous les deux avoir 4 enfants.
j'ai en même temps une proposition de poste à Air France sur un poste de chef de projet en développement managérial et puis une proposition pour faire ma thèse de doctorat à Paris 5. Je veux les deux. Et donc, dès ce moment-là, je me mets dans une posture qui est la posture suivante. Je veux choisir de ne pas choisir. Je crois que nous sommes nombreuses à être dans cette position, à vouloir finalement pouvoir nous exprimer sur nos différentes facettes personnelles et professionnelles. À cette époque, il y a quelque chose qui vraiment, pour moi, est difficile à entendre. Ce sont toutes ces expressions, quand tu vas avoir un enfant, tout change, il faut choisir dans la vie, tu verras, on ne peut pas tout avoir. Donc, un peu nourrie par ces différentes expressions, je me retrouve face à un dilemme et je veux pouvoir ne pas faire le choix, mais en même temps, je n'ai pas encore d'enfant. Donc, il y a un petit moment quand même où j'ai eu un doute, un tiraillement. Alors, autour de moi, mon mari me dit, tu sais, si tu fais tes projets les uns après les autres, tu n'auras jamais assez d'une vie. Et donc, je me lance. Je dis oui et je signe partout. Donc, pour moi, le fait de pouvoir exprimer toutes nos facettes, de pouvoir les définir, de pouvoir les découvrir, est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec les femmes, parce que je me suis aussi vite retrouvée face à mes amis, face à des collègues qui pensaient impossible, difficile de pouvoir exprimer toutes leurs facettes. Alors l'histoire de ce livre, c'est aussi l'histoire finalement d'une possibilité de libération face aux carcans qui parfois nous sont encore inculqués par la société, dans notre culture et dans nos familles. En 2016, j'ai 35 ans et je coche un peu toutes les cases. Comme j'ai dit oui partout, eh bien, j'ai 3 enfants, j'ai un poste à responsabilité dans une grande entreprise, j'ai un bon salaire, je viens d'acheter mon premier appartement et pourtant, je ressens de la colère, de l'agacement, j'ai l'impression d'être mise sous cloche et je me demande fondamentalement pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un stage de développement personnel dans lequel on travaille sur nos fiertés. La première fierté qui me vient, c'est celle d'avoir pu réaliser ces différents projets. Et en même temps, eh bien, je me rends compte que j'ai besoin d'exprimer ces différentes facettes de manière différente. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai dit oui à un tas de projets, j'ai été présente sur tous les fronts, j'ai investi les différents domaines de ma vie, mais j'étais sur le terrain de jeu des autres. Je ne m'étais pas assurée au préalable que tous ces champs investis étaient vraiment les miens. Je pars alors dans un chemin qui fut un vrai chemin de libération et qui a été pour moi de faire un travail de réappropriation, de pause, de redéfinition de ce qui compte pour moi et de ce que j'avais envie d'exprimer. D'aller vers mes propres projets, aussi bien sur le plan personnel, familial que professionnel. Et à partir de là, le champ des possibles s'est élargi encore davantage. Plus de projets, plus de temps pour mes enfants. Pour la première fois, je me suis retrouvée à 4h30 au mois de septembre avec mes enfants au parc en train de faire du vélo. Plus de temps de détente. J'ai instauré dans ma vie désormais les jeudis c'est permis, j'ai jeudis où je ne travaille pas, plus d'argent, plus de lieux de vie où j'avais envie d'être, plus de formation, plus d'investissement sur moi-même. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ce parcours de femme, il est lié aussi sans doute à une lignée de femmes, ma mère, de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, d'abord, est née sans doute dans les années 1890 et a eu mon grand-père en 1920. Pour vous montrer un peu la philosophie de cette femme qui était ouvrière dans la chaussure à Limoges, son leitmotiv, ce qu'elle a dit pendant des années, c'est « je n'aurai qu'un seul enfant et cet enfant, je veux qu'il devienne médecin ». C'est ce qu'elle a fait
et mon grand-père est devenu médecin psychiatre. Il a rencontré ma grand-mère qui était d'une famille bordelaise. J'ai un arrière-grand-père psychiatre et elle-même est devenue psychiatre. C'était la première fille d'une fratrie de 4, 3 filles et un garçon. Et donc l'aînée, ma grand-mère, a suivi les lignes de son père en devenant médecin. C'était une des seules étudiantes dans l'amphithéâtre de médecine dans les années 40. Elle nous a raconté des anecdotes assez croustillantes sur ses études. Et donc, elle est devenue médecin, puis chef de service, et a fait une très belle carrière dans la psychiatrie. Ma grand-mère a eu envie d'avoir un enfant. C'était pour elle important pour être une femme sur toutes ses dimensions. Et elle avait un beau-fils qui était le premier fils de mon grand-père. Donc, c'est des modèles de femmes que j'ai eus dans ma vie, dans mon enfance, dans ma vie de jeune adulte. J'ai une grand-tante aussi qui était professeure d'allemand, qui avait 7 enfants, 4 à elle et 3 à son mari, qui était veuve d'un précédent mariage. Et ma mère, qui a eu trois filles, dont moi je suis l'aînée et j'ai 2 sœurs cadettes, et qui a été avocat pendant 20 ans, une vraie Wonder Woman qui assurait sur tous les plans, en tailleur, très élancée. Moi, j'avais une admiration incroyable pour ma mère, que je voyais assurer sur tous les plans. Alors, voilà, moi, j'ai baigné dans ces modèles-là, et c'est vrai que quand est arrivée pour moi la question de quelle femme j'avais envie d'être, j'avais envie d'être cette femme sur différentes dimensions. Ça pouvait me faire un peu peur, et du coup, quand j'avais un peu peur, je pensais à ces femmes-là. Je pensais aussi à ma cousine qui a 4 enfants et qui est avocate, et je pensais aussi à Ségolène Royal, qui a eu son 4e enfant quand elle était ministre de l'écologie dans les années 90. Et je me disais, voilà, ces femmes-là ont pu le faire, je peux sans doute le faire moi aussi. Et je pensais à elles quand parfois je me demandais si ça allait être possible pour moi. Tous ces modèles-là m'ont accompagnée, m'ont forgée, m'ont donné aussi du courage. Ce que j'aimerais vous transmettre ici, c'est le chemin de transformation que j'ai fait dans ce parcours. Parce qu'en fait, avant de travailler sur moi, eh bien, je prends tout de front. Je prends tous ces sujets à bras le corps et je fonce. Je m'encourage en pensant à ces modèles de femmes, mais il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre un peu de la lutte et du combat. Par exemple, au travail, et j'ai vraiment progressé dans les organisations de manière assez improbable avec 4 enfants, mais à un prix, avec un coût. Je ne mets pas de photos de mes enfants dans mon bureau, ni sur mon fond d'écran. Je parle très peu de mes enfants. J'interromps un de mes congés maternité pour prendre un poste que j'avais envie vraiment auquel j'avais vraiment envie d'accéder. Je ne suis jamais absente, y compris quand je suis enceinte. Je n'ai jamais fait un jour enfant malade. Bref, je fonce. Je ne veux pas de problème de bonne femme. À l'époque, c'est vraiment comme ça que je pense, avec un peu ce dénigrement en fait des questions liées à la féminité. J'adhère même à SNCF au féminin, qui est un des plus grands groupes de rassemblement de femmes dans les entreprises, qui a un fabuleux réseau assez puissant, qui offre beaucoup de choses aux femmes. Je bénéficie moi-même de nombreux accompagnements grâce à SNCF au féminin. J'adore l'idée de cette valorisation de la féminité au travail. Je deviens ambassadrice de cette organisation, mais il y a une petite voix qui me dit « tu vas être cataloguée bonne femme » avec des revendications de bonne femme. Donc, il y a bien quelque chose quand même dans les organisations qui nous invite systématiquement à nous conformer à un certain modèle qui est plutôt un modèle masculin, lié au patriarcat et lié aussi à l'industrialisation et à la manière dont les hommes ont construit l'organisation du travail. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches pour le livre, je retombe sur ce qu'avait dit Simone Veil il y a plusieurs années. Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Et moi, à l'époque, je ne connais pas cette citation. Et donc, je pense que si je m'autorise en fait à vivre ma féminité, à
à vivre mes facettes, non pas chacune les unes à côté des autres, mais au grand jour, eh bien, je vais être rejetée. Et j'ai peur de ça, parce que moi, je veux faire plaisir, je veux être reconnue, je veux être une bonne collaboratrice, une bonne mère, mais pas trop encombrante, avec mes choix de vie personnels. Alors ça mène forcément à un moment donné à une insatisfaction, à un tiraillement, puisqu'il y avait finalement toute une partie de moi qui était reniée. Et donc, finalement, ma transformation, ça a été de pouvoir réaffirmer l'ensemble de mes dimensions, l'ensemble de mes facettes, au service non plus des autres, mais au service de mes propres projets et de revenir à ce que je veux vraiment. De pouvoir vraiment exprimer davantage toutes mes facettes, plus de féminité, plus de maternage, plus de douceur et aussi plus de couleur. Pendant des années, j'ai une garde-robe noir l'hiver, blanc l'été. Je me suis coupé les cheveux et donc voilà, me réapproprier qui je suis vraiment. Alors je crois qu'il y a un mouvement féminin actuellement qui est en passe de pouvoir parler de tout ça, notamment l'opting out. Céline Alix a écrit un livre, c'est une ancienne dirigeante de cabinet d'avocats d'affaires. Elle vient d'écrire un livre qui s'appelle Merci mais non merci. Et honnêtement, j'adore cette proposition de dire merci, gratitude à toutes ces opportunités qui enfin se sont ouvertes à nous avec l'ouverture du marché du travail, les postes à responsabilité, et en même temps avec quel modèle. On nous a accordé ça en nous demandant de faire comme ça existait, donc avec des contraintes masculines, ce qui a amené au Wonder Woman des années 80. Je parlais de ma mère, par exemple, devant qui j'étais en admiration, et qui en même temps, à un moment donné, ce modèle, il pousse trop, et on arrive à ce qui arrive actuellement. 80% des femmes qui se plaignent de charge mentale, des burn-out en explosion. Et d'ailleurs, pour ma mère, même si on n'appelait pas ça un burn-out à l'époque, à 45 ans, elle a changé aussi de métier. Et donc, je crois que nous sommes vraiment invités à nous demander qu'est-ce que nous voulons au fond, qu'est-ce qu'on choisit comme modèle, et donc de passer de la Wonder Woman à une nouvelle expression que j'aime bien, que je viens de découvrir, qui est l'expression de la badass. Voilà, c'est un nouveau concept, passer du super-héros qui est sur tous les fronts, qui fait plaisir à tout le monde, qui est valorisé pour ça par l'extérieur, qui est fort tout le temps, parfait sur tous les plans, à une affirmation de soi. Pour moi, la badass, c'est vraiment un concept qui est rock'n'roll, qui fait bouger les lignes, qui autorise au mouvement, qui autorise à l'imperfection, qui autorise à l'affirmation de soi, qui choisit, qui se donne aussi de l'importance en tant qu'individu, qui se positionne et qui assume qui elle est, qui le vit vraiment, sans culpabiliser et en privilégiant aussi son bien-être. Et ça me paraît vraiment être très intéressant. Je parle aussi de cette posture rock dans mes accompagnements. Quand je vous accompagne là-dessus, je dis cette posture rock, c'est une posture d'ancrage et de mouvement, prêt à faire bouger les lignes, prêt à faire bouger les choses. C'est la posture du rebond, c'est la posture de l'ouverture. Comment je me connais mieux, comment je suis plus à même de m'ouvrir au monde et de m'ouvrir aux possibilités qui me sont accordées. Comment je coopère aussi davantage avec les autres. Parce que pour tout ça, eh bien, on n'est pas seul. On va coopérer avec ses enfants, avec son mari, avec les personnes qui vont être autour de nous. En France, on a un système extraordinaire qui fait que les femmes continuent à faire des enfants tout en travaillant. C'est lié à notre histoire, c'est lié à notre culture. Et on a créé ce système d'aide, d'entraide avec les crèches, les écoles, les centres de loisirs, les colonies de vacances, tout ça à des prix qui défient toute concurrence. Il faut regarder dans les autres pays comment ça se passe. Donc, il y a un relais qui existe dans la société et j'espère profondément qu'on prendra soin collectivement de cet héritage. Et donc, cette coopération, ce mouvement collectif qui nous permet aujourd'hui de faire encore 2,5 enfants par femme et de travailler, eh bien, j'espère qu'on saura le préserver. Ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas en Angleterre, ce n'est pas le cas aux États-Unis.
Quand les femmes aux États-Unis se retirent du marché du travail parce qu'elles disent merci mais non merci, elles arrêtent de travailler. Quand les femmes se retirent des grandes organisations en France parce qu'elles disent merci mais non merci, elles recréent souvent leur activité professionnelle de manière indépendante en devenant dirigeantes de leurs propres entreprises. Voilà. Donc la badass, pour moi, c'est vraiment cette femme qui est rock, qui est ancrée et qui est en mouvement. Je rajoute souvent un K entre parenthèses pour parler du rock and roll, et donc qui est en mesure de se déterminer elle-même et de choisir et de réaliser sa propre vie. Alors voilà, je pense qu'on a besoin de dirigeantes qui prennent la parole pour dire qu'un autre modèle est possible, que ces femmes de pouvoir qui se sont beaucoup conformées, comme j'ai pu le faire dans les organisations, pour eh bien, être dans le moule et pas embêter le monde avec leurs problèmes de bonne femme ou avec leurs choix personnels, eh bien, puissent dire que si, ça fait aussi partie de la vie et que ces choix personnels sont aussi ceux des hommes, puisqu'il y a des papas. Donc, c'est beaucoup plus une question de société aujourd'hui et de dans quelle société nous souhaitons évoluer, et de la créer ensemble, les hommes et les femmes. Et si les femmes en haut commencent à dire qu'on peut créer ensemble un modèle différent, peut-être que nous donnons aussi une autorisation aux hommes de se positionner différemment. Pour le moment, moi j'ai des hommes en cabinet qui viennent me parler de tout ça et qui même parfois me disent « et l'école des hommes, c'est pour quand ?» Donc il y a une demande, il y a une vraie émergence de quel est le modèle que l'on veut pour nous, pour plus tard. Et peut-être que ça permettrait aussi d'augmenter et de faire exploser le plafond de verre, ce fameux plafond de verre qui existe pour les femmes et qui fait qu'aujourd'hui, 48% des femmes sont dotées d'un diplôme supérieur en France pour 38% des hommes, et seulement 17% sont dans les comités de direction et les comités exécutifs. Donc ce plafond de verre, c'est soit parce qu'on ne nous permet pas d'accéder à ces postes, mais c'est aussi peut-être parce qu'on ne souhaite pas accéder à ces postes dans ces conditions. Et peut-être qu'une manière de faire exploser le plafond de verre, c'est de rebattre les cartes tous ensemble et de voir quel est le nouveau modèle sociétal que nous souhaitons avoir dans l'organisation du travail, dans nos organisations familiales et dans notre organisation sociétale. Les hommes et les femmes de 40, 50 ans commencent à exprimer cela de leurs vœux aujourd'hui. La génération Y et Z l'exprime de ses voeux également et fait bouger les lignes dans les organisations. Le Covid et ce que nous avons vécu avec le confinement est aussi une formidable opportunité de rebattre les cartes, parce qu'on a vu qu'on pouvait travailler différemment avec le télétravail. C'est une opportunité, je vais aussi vous parler des risques, mais c'est une opportunité de pouvoir se poser les questions et de prendre des décisions ensemble qui seront des décisions individuelles et collectives. Alors justement, quand j'ai écrit Femmes, j'ai démarré à l'été 2020, j'avais pas prévu du tout d'écrire pendant le confinement, et puis vraiment après l'appel de l'écriture c'est imposé à moi pendant l'été, et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté du fait qu'il y a eu ce confinement, qu'il y a cette crise planétaire, d'abord sanitaire, mais qui est aussi une crise culturelle, économique, sociétale. Et donc, pour moi, il y a des risques et des opportunités pour les femmes dans cette crise. Alors d'abord, les différentes statistiques autour de la crise, je vais vous les citer, sont à prendre en compte. D'abord, alors au dehors de la crise, 80% des temps partiels sont assurés par des femmes. Par ailleurs, 80% des femmes se plaignent de souffrir de charge mentale. 20% des salariés de manière globale et avant le Covid souffraient de troubles psychologiques aggravés par des facteurs comme l'isolement, le manque de soutien émotionnel, la charge de travail, le déséquilibre entre la vie pro et la vie perso, l'inquiétude face à l'avenir et parfois une communication difficile avec la hiérarchie. Quand on cumule ces différents facteurs, eh bien, on fait x2 sur le pourcentage de troubles psychologiques. Et il se trouve que les femmes sont plus sujettes à rencontrer ce type de facteurs. Donc ça, c'était avant le Covid. Et après le Covid, quand on a fait les statistiques sur les troubles psychologiques, on a pu voir des poussées extraordinaires et malheureuses autour de ces troubles psychologiques qui sont vraiment à prendre en compte. Et par ailleurs, 65% des femmes
ont renoncé aux soins pendant le confinement, contre 53% des hommes. 25% d'entre elles ont pu avoir un lieu dédié pour travailler, contre 40% des hommes, et 43% des femmes ont été en activité partielle. Donc, parler des femmes-S, de ces femmes uniques aux multiples facettes dans le contexte actuel, qui peut avoir tendance à paralyser, à renforcer le besoin de sécurité, à minimiser nos prises de risques, l'idée, c'est vraiment de ne pas négliger ce qui s'est passé pour elles et les violences, la difficulté avec le travail, la surcharge mentale et la petite tendance doucement de ramener les femmes au foyer avec l'école à la maison, et d'assurer du coup sur tous les fronts. Donc je vois vraiment un risque là-dessus, sur le renvoi docile à la vie domestique, comme dans les années 90. D'Interne nous parlait alors de la manière dont le chômage de masse a ramené les femmes à la maison, avec l'apparition du congé parental notamment, qui a été dit comme étant un travail, sauf qu'on l'a payé à la hauteur d'un demi-SMIC, donc ça fait quand même réfléchir sur la valorisation du travail. Et là, l'école à la maison, la hausse de la charge domestique du coup pendant le confinement, la place du télétravail, pose vraiment des questions sur qui va travailler, qui va être à la manette, lequel des deux conjoints va s'occuper des enfants. Et donc, ça nous invite vraiment à nous poser des questions et à nous affirmer, nous, en tant que femmes, pour dire quelque chose de tout ça et comment dire, protéger notre indépendance, notamment notre indépendance financière, parce que autant moi je trouve ça formidable d'avoir un mouvement, de pouvoir recréer son travail, mais comment ce travail devient un travail rémunérateur? J'ai un peu de mal avec le concept, par exemple, de mompreneur. C'est quelque chose qu'on peut me renvoyer, moi, depuis que je suis indépendante. Moi, je ne suis pas une mompreneur. Je suis une maman et je suis une chef d'entreprise. Et c'est un peu comme si j'avais plein de robes dans mon placard. Quand je décide d'aller m'habiller, je ne mets pas toutes mes robes en même temps. Il y a des fois où je mets ma robe de maman et puis des fois où je mets ma robe de chef d'entreprise. Je trouve que le concept de mompreneur peut être un peu glissant pour les femmes parce qu'on a un peu l'impression que du coup, elles travaillent avec les enfants qui courent partout dans la maison. J'ai, pendant le confinement, négocié des contrats avec ma petite de 3 ans accrochée à la cuisse. Ça a pu se faire. Si on arrive à faire ça, je crois qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas du tout les conditions dans lesquelles moi j'ai envie de travailler. Quand je travaille, j'ai envie d'être au calme, j'ai envie d'être dans des conversations d'adultes, j'ai envie de pouvoir me concentrer pleinement à ma tâche et à l'élaboration, par exemple, intellectuelle ou dans ce que je peux faire dans mes accompagnements. Et donc, voilà, je pense que c'est important de préserver nos espaces. Les hommes ont pu le faire. 40% des hommes ont dédié un lieu pour travailler pendant le confinement. Ça veut bien dire que voilà, ils sont allés s'acheter un petit bureau, ils se sont mis dans leur chambre, pendant que les femmes ont eu tendance, 25% ont eu un lieu dédié, c'est-à-dire que les autres, elles ont eu tendance à travailler sur un coin de table avec tous les enfants qui faisaient les devoirs à la maison pendant ce temps-là. Donc ça, pour moi, c'est un risque. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça et que du coup on décide de dépasser ces contraintes et d'avancer pour créer quelque chose, il y a des formidables opportunités qui sont devant nous. D'abord, la possibilité de prendre la parole et de parler de toutes ces expériences, de poser des nouvelles questions qui se posent de toute manière de par la crise que l'on est en train de vivre. Donc ça, c'est comment les contraintes que nous vivons finalement nous libèrent, et ça, j'en parle beaucoup dans le livre. Et donc, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça et dire comment est-ce qu'on a envie de travailler aujourd'hui et demain. Et donc, c'est la possibilité de créer des nouveaux équilibres entre la vie personnelle et professionnelle. Pour finir, 3 conseils. D'abord, si vous êtes dans cette question-là, si vous avez envie de mener vos projets de vie personnels et professionnels, de vous développer sur toutes vos facettes, d'abord se réunir. Ça me paraît vraiment essentiel de connecter avec d'autres femmes qui ont envie de vivre dans cette possibilité-là, pour d'abord élaborer ensemble de nouveaux modèles, voir qu'on n'est pas seul, qu'on a des appétences que d'autres ont aussi, et finalement créer de la puissance par le collectif et de l'intelligence mutuelle aussi.
La deuxième conseil, c'est de préserver du temps pour soi et un espace pour soi, chez soi, en dehors de chez soi, chez un ami, d'avoir un lieu où on peut prendre du recul et penser à qu'est-ce qui compte pour soi, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et puis enfin, le troisième conseil, c'est la mise en action. Je vous invite vraiment à faire le premier pas. Ça peut être un tout petit pas, ça peut être écouter cette vidéo aujourd'hui, ça peut être vous abonner à un podcast que vous aimez bien, ça peut être faire un premier rendez-vous dans un collectif de femmes, ça peut être aller se renseigner sur comment est-ce qu'on monte son entreprise, parler à votre patron de ce que vous auriez envie, de ce à quoi vous auriez envie de contribuer l'année prochaine. Faire un premier pas pour pouvoir aller vers ce qui compte pour vous aujourd'hui. Voilà, utiliser la contrainte comme levier de libération, c'est dépasser en fait ces limitations à un niveau individuel et à un niveau collectif. J'ai 3 filles. Dans 15 ans, 20 ans, elles auront entre 18 et 30 ans. Et mon fils, voilà, aura peut-être une amoureuse, se projettera aussi peut-être dans la paternité. Et donc, je vois d'abord la possibilité pour les femmes de choisir leur modèle, de pouvoir se poser la question bien plus tôt que nous, finalement. Dans notre génération, la crise de la quarantaine nous fait revenir parfois à des questions essentielles, existentielles. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'émergence et le développement et l'émergence du développement personnel, il y a vraiment la possibilité de se poser très tôt la question de qu'est-ce que je veux au fond et de soulever ces questions du sens, ces questions existentielles, en dehors d'un système qui est formaté soit par la société, soit par la religion. Donc c'est de revenir vraiment à finalement une essence philosophique sur le sens de la vie et la possibilité de choisir son modèle. J'ai en effet 4 enfants et assurer une carrière, etc. Je prône absolument pas le fait que tout le monde doit doit choisir ce modèle-là. Je prône plutôt l'idée que l'on puisse choisir le modèle qui nous convient dans la maternité ou en dehors de la maternité, en travaillant ou en ne travaillant pas, en voyageant ou en ne voyageant pas, en se mariant ou pas. Bref, de pouvoir en fait révéler toutes ces facettes et d'en faire la combinaison singulière qui nous correspond. Donc, ça invite et c'est la possibilité de plus de liberté. Plus de liberté appelle aussi à plus de responsabilité, plus de capacité à répondre à ce qui se passe dans nos vies, à aller chercher nos ressources internes, nos ressources capacitaires. Et donc, de poursuivre ce travail, de nous connaître et de nous exprimer à un niveau individuel et collectif pour contribuer à ceux qui nous entourent et au monde. Et je crois que c'est un mouvement qui peut bénéficier à tout le monde et que plus on aura la possibilité de parler tôt de ces sujets, plus l'enseignement, l'éducation, notamment l'éducation nationale, permettra d'aller aborder ces sujets le plus tôt dans les parcours de vie de nos enfants puis de nos adolescents, plus nous aurons une société où chaque personne pourra sortir du déterminisme qui nous conditionne au départ, notre déterminisme individuel, mais aussi notre déterminisme social. Donc il y a déjà des choses qui existent. Plus on aura d'outils et plus on aura la possibilité de parler de ça très tôt, et bien plus on développera une société dans laquelle chacun aura les ressources de développement et de positionnement dans sa vie. Donc une société finalement beaucoup plus responsable et interdépendante entre les catégories socio-professionnelles, mais aussi entre les hommes et les femmes. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, en France, on a un formidable système qui soutient, qui est très développé, concernant le relais que l'on peut avoir à la maternité. Et j'espère vraiment qu'on saura continuer à valoriser ce système et à sortir de la culpabilité que parfois j'entends encore trop souvent dans les cabinets sur le fait d'être mal à l'aise, de faire garder ses enfants, etc. Je crois que
Comme le dit ce proverbe africain, on a besoin de tout un village pour élever ses enfants. Par exemple, personnellement, je ne me considère pas du tout comme l'unique garante de la transmission que je peux faire à mes enfants. J'estime que toutes les personnes qu'ils rencontrent sur leur chemin, que ce soit les enseignants, les maîtresses, les professeurs, mais aussi toutes les personnes qui ont été autour d'eux, les animateurs de centres de loisirs, de colonies de vacances, les assistantes maternelles, les babysitters qu'on a eus, eh bien, toutes ces personnes-là sont un collectif de coopération autour de nous, autour des enfants, qui leur permettent d'agrandir leur éventail de possibles, leur éventail de visions. Et je sais que la mienne est forcément orientée, étriquée, et donc j'ai à cœur en fait qu'ils puissent baigner dans un environnement beaucoup plus large. Et donc voilà, j'espère qu'on saura préserver en France ce système de soutien aux femmes et que les femmes de fait pourront continuer à choisir et à affirmer le mode de vie et la manière de combiner, comme elles le souhaitent, toutes leurs facettes dans leur vie personnelle et professionnelle. Valorisons tous ces métiers qui coopèrent et qui contribuent à nos vies de femmes-s. Comme je vous le disais, vous pourrez retrouver le livre Femmes-S sur tous les sites de vente de livres en ligne. Voilà, vous tapez simplement Femmes-S, Ida Gennari Elichery. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. J'aimerais sincèrement vous remercier d'avoir rejoint l'École des femmes inspirantes et de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que ce que nous avons partagé a pu vous aider et vous inspirer pour mener exactement la vie que vous souhaitez pour vous, en prenant soin de vous et en révélant toutes vos facettes de Femmes-S. Si cet épisode vous a inspiré, alors partagez-le avec d'autres femmes qui en ont besoin. Cette vision d'un monde dans lequel chaque femme trouvera sa place et exprimera toutes ses facettes en alliant bien-être et réalisation personnelle et professionnelle sera atteinte lorsque chacun d'entre nous partagera avec les autres ce qui nous a permis de nous transformer et de nous développer. Je vous invite à vous abonner et à le partager dès maintenant, ainsi qu'à attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière de nous encourager et de nous soutenir. Vous pouvez aussi aller plus loin en visionnant la conférence en ligne sur le thème « Comment mener ma vie personnelle et professionnelle en alliant bien-être et réalisation » sur le site www.femmes-s.pcdeveloppement.fr. Merci à vous et à bientôt dans l'École des femmes inspirantes.